Bonjour à tous, bienvenue à cette causerie de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Catherine Dagenet, la PDG de la SAQ. Catherine, on a eu le plaisir de te recevoir il y a 5 mois. On était en plein cœur de la première vague. Tu faisais état d'apprentissage accéléré, de changement au sein de la SAQ, d'adaptation. C'était des moments qui étaient pas faciles pour tous, mais à la SAQ, vous étiez en plein cœur de tout ça. Vos employés, votre équipe de direction, vos clients. C'est intéressant de te voir 5 mois plus tard, puis force est de constater que vous avez répondu présent. Je suis convaincu que ça n'a pas été facile et tu nous en parlais, mais en même temps, on a vu une SAQ qui était là, qui répondait à ses clients, qui se souciait de ses employés, une SAQ qui a vécu des défis comme toutes les organisations, mais qui clairement a tenté de s'adapter à des nouvelles façons de faire, à des nouveaux comportements consommateurs, certains qui seront là pour durer. Donc, on est extrêmement content de te recevoir aujourd'hui à l'aube du 100e anniversaire de la SAQ et aussi dans un contexte où la SAQ dépose actuellement son plan stratégique au gouvernement pour les 3 prochaines années, si je ne me trompe pas. C'est difficile actuellement parce qu'on est dans une nouvelle vague. Les organisations continuent à gérer en mode gestion de crise, mais en même temps, c'est impératif de se donner une vision à long terme malgré toute l'incertitude qu'on a. Et avec le rôle de la SAQ, non seulement pour ses employés, pour ses clients, mais également pour le gouvernement, parce que vous envoyez des sous au gouvernement pour qu'on puisse se payer des programmes, je pense que c'est impératif. Alors, je pense que tout le monde ici est très curieux à l'aube de vos 100 ans de pouvoir en apprendre plus sur votre plan stratégique. On aura l'occasion d'en discuter un petit peu plus, mais avant tout, je vais te céder la parole. Je crois qu'on a une petite vidéo qui s'en vient. Tu pourras nous parler de ton plan et par la suite, on va avoir un échange, toi et moi, pour s'assurer de bien comprendre la direction, les apprentissages que vous avez faits. Et donc, je te remercie de te prêter au jeu à nouveau, 5 mois après la dernière discussion que tu as eue à la Chambre. Alors, à toi. Merci beaucoup, Jean-Denis. Bonjour tout le monde. Merci à la Chambre de commerce de Montréal de me permettre aujourd'hui de vous présenter le rôle économique que la SAQ joue au Québec. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci d'être là. J'ai une vidéo que j'aimerais vous présenter d'abord sur la vision de la SAQ. D'où naît la fierté? Des victoires, des passions, des idées audacieuses, des grandes ambitions. Elle peut naître d'un rien ou prendre vie quand on donne tout ce que l'on a. Tous ces moments nous connectent, nous lient. Ils écrivent notre histoire, ils célèbrent la vie. C'est le cœur de notre vision à la SAQ. Inspirer la fierté. Alors, on se réinvente. On a de grandes idées. Beaucoup de projets innovants. Et de nos palettes jusqu'à nos tablettes, on travaille à tous les jours pour améliorer et personnaliser l'expérience de nos clients. Rester accessible partout au Québec. Offrir toujours plus de qualité et de découverte avec une vaste sélection de 35 000 produits provenant de 80 pays. Et faire rayonner ce qui se fait de meilleur ici. Inspirer la fierté nous pousse aussi à nous dépasser, ensemble. Pour que nos employés rayonnent et vivent une expérience valorisante en développant leurs talents et leurs passions. En s'améliorant, on devient plus performant. Et ça, c'est à toute la collectivité que cela profite. Parce que la SAQ est au cœur de la vie des Québécois. Ce rôle est un privilège. Alors, nous agissons. En soutenant les communautés de partout au Québec, et en déployant des initiatives durables. Imaginer le futur et sans cesse faire mieux, c'est ça, inspirer la fierté. C'est donner le goût de profiter, de partager, de célébrer, pour que chaque employé, client et Québécois puisse dire « C'est ma SAQ » et j'en suis fière. Vous voyez les bulles inspirent derrière moi. Bien, je trouve ça inspirant et ça me motive de regarder en avant.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est certain que les derniers mois ont été des mois de gestion de crise et de gestion dans l'immédiat, hein. C'est très difficile de se projeter vers l'avant et pourtant, c'est tellement important de planifier l'avenir. On a effectivement déposé notre plan stratégique 21-23 à l'Assemblée nationale ce matin. Et en fait, pour moi, comme dirigeante d'entreprise, comme PDG de la SAQ, c'est primordial qu'on pense à l'avenir de la SAQ. Puis ce qui me motive actuellement, c'est justement le fait que la SAQ est en santé et on a été en mesure de se retrousser les manches et de travailler dans les derniers mois, malgré la crise, le chaos qu'on vit. Mais en même temps, on est capable de prévoir cet avenir-là qui est si important. Dans les derniers mois, j'ai échangé avec beaucoup de nos employés. J'ai échangé aussi avec des collègues du monde des affaires. Et il y a deux questions là, qui reviennent souvent. La première, qui est celle que tout le monde a sur le bout des lèvres, c'est quand est-ce que ça va finir? Ça, malheureusement, je n'ai pas la réponse. Peut-être quand le vaccin arrivera, à suivre. Mais la deuxième question qu'on me pose souvent, c'est Catherine, c'est quoi qui est sur la table de dessin? C'est quoi l'avenir? Qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir de la SAQ? Et ça, je suis plus en mesure d'y répondre. C'est certain, tantôt, Jean-Denis l'a dit, avec ce qu'on vit, la pandémie, on a appris beaucoup dans les derniers mois. Hein. Le comportement du consommateur change, a changé, évolue, et c'est à la SAQ de s'adapter à cette nouvelle réalité-là. La SAQ aura 100 ans en 2021, l'an prochain, et cet anniversaire va être souligné et on va le crier sous tous les toits qu'on veut inspirer la fierté des Québécois. C'est notre vision, vous l'avez vu dans la vidéo, et c'est pas la dernière fois que vous allez en entendre parler. Notre plan, en fait, c'est de renforcer le lien que les Québécois ont, que ce soit avec la Commission des liqueurs, la Régie des alcools ou la SAQ, depuis 100 ans. C'est pourquoi, dans les prochaines années, on va continuer de parler de fierté. La fierté que nous continuerons d'inspirer chez nos clients, la fierté de nos 7500 employés qui sont aux quatre coins du Québec, la fierté des Québécois d'une SAQ qui a un rôle économique et social si important. Qu'est-ce qui est prévu dans l'avenir du Québec, pas du Québec, pardon. Qu'est-ce qui est prévu dans l'avenir de la SAQ? Bien, en fait, on a 4 piliers de notre plan stratégique que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Je vais vous les nommer. Le premier, c'est la performance et le rôle économique de la SAQ. Le deuxième, c'est l'expérience employée. Le troisième, c'est l'expérience client. Et le quatrième, c'est la responsabilité sociétale de la SAQ. Je vais les prendre un par un puis vous en dire davantage. Si on parle de performance et de rôle économique de la SAQ, bien, premièrement, la SAQ, vous le savez, c'est 4 milliards de chiffre d'affaires. La SAQ fait le commerce des boissons alcooliques. C'est 11 000 bons emplois directs et indirects ici au Québec. C'est 1 milliard de retombées économiques. La SAQ achète 1,4 milliard de produits du Québec, du Canada et du monde entier. En fait, c'est 35 000 produits qu'on achète par année de 80 pays dans le monde. Et de ces 1,4 milliards-là, il y en a 300 millions qui sont achetés ici au Québec, des produits qui sont fabriqués, préparés ou embouteillés au Québec par des entreprises d'ici. Et on sait que les produits du Québec ont la cote. Hein? Les clients sont au rendez-vous et on le voit par l'engouement, en fait, de ces produits-là dans nos magasins ou en ligne. Les produits d'ici, il y a le talent, en fait, et l'innovation de nos entrepreneurs québécois. Et je sais qu'il y en a certains qui sont sur la ligne et je peux vous dire que vous nous avez conquis. Puis on va continuer, la SAQ, de vous supporter, de vous appuyer, de mettre
de l'avant vos produits dans nos succursales et évidemment sur notre site SAQ.com et de les faire connaître aussi à la clientèle parce que ça aussi, c'est important. La SAQ, c'est un levier économique important au Québec, puis on l'a vu, en fait, plus que jamais pendant la pandémie. On a joué un rôle, je pense, important. Je ne sais pas, parfois je parle à des gens autour de moi, puis je leur dis, réalises-tu que la SAQ, on verse à toutes les semaines, c'est 35 millions de dollars à l'État, que ce soit par notre dividende ou par les taxes provinciales. Alors, c'est 35 millions qu'on remet à l'État dans un contexte où on sait que c'est pas facile et que tous ces sous-là pourront être judicieusement réinvestis ici au Québec. Lors de notre dernier exercice financier, c'est 1,2 milliard de dividendes qu'on a remis à l'État. Et je le rappelle à tous les jours à mes équipes qu'il faut être plus efficace, plus efficient et gérer aussi de manière responsable. Parce que, vous savez, c'est 8 millions d'actionnaires qu'on a, la SAQ, c'est tous les Québécois. Et ils s'attendent à ce qu'on livre des résultats, à ce qu'on bâtisse une entreprise qui est forte et performante. Et c'est ce que nous faisons. Excusez-moi, mon écouteur me dérange et puis il tombe tout le temps. Je vais l'enlever? Bon, je l'enlève, voilà. Alors, c'est ce que nous faisons. Au cours des 3 dernières années, la SAQ a amélioré, en fait, son efficacité. En fait, on est parti d'un coût des ventes. Voyons, mon retrait de mon micro m'a dérangé. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a amélioré notre performance. Notre ratio des charges sur vente nette est passé de 18,2 % en 2017 et on a fini l'année dernière à 15,4 %. Ça, ce que ça veut dire, c'est que pour chaque 100 $ vendus, bien, il nous en coûtait 18,2, en fait 18,20 $. Et à la fin de l'année dernière, bien, il nous en coûtait 15,40 $ pour le même 100 $. C'est donc dire qu'on a économisé 225 millions de dollars dans les 3 dernières années. Et je peux vous dire que ces efforts d'optimisation-là, bien, il y en aura d'autres. On va poursuivre dans cette veine-là. Pour le faire, un de nos chantiers d'optimisation, c'est définitivement celui de notre chaîne d'approvisionnement. On n'est pas les seuls. On entend beaucoup parler d'améliorer l'efficacité des chaînes d'approvisionnement. C'est la priorité et le défi de toutes les entreprises. Et c'est pour ça qu'on va investir, en fait, dans la modernisation de notre chaîne d'approvisionnement pour plus fluide et plus facile. Puis en fait, ce que ça va nous permettre, notamment, si je donne un exemple, de permettre aux clients, justement, d'avoir les produits qu'ils recherchent sur SAQ.com à une vélocité peut-être avec un délai de livraison plus rapide, comme le 24 heures, bien, ça prend des infrastructures derrière pour être en mesure de le faire. La performance de la SAQ, c'est un incontournable, mais j'aimerais aussi vous parler de nos 3 autres piliers. L'expérience employée. Alors, une expérience, on dit souvent, puis on entend souvent qu'une expérience client hors pair, bien, ça provient d'une expérience employée. Et pour nous, l'expérience employée, c'est tellement important qu'on en a fait un pilier de notre plan stratégique. En fait, c'est une première en 100 ans. Il était temps. D'ailleurs, je me permets, j'ai peut-être quelques employés qui m'écoutent présentement, bien, je veux saluer nos 7500 employés qui sont des passionnés et des gens engagés que je côtoie au quotidien. Je vous parle présentement de notre centre de distribution à Montréal et je peux vous dire que les gens sont affairés à livrer les bouteilles pour qu'elles soient dans nos magasins, pour qu'on soit capable de vous les vendre. Je veux aussi les remercier parce que, oui, nos employés ont répondu à l'appel depuis le jour 1 de la pandémie et ça, j'en suis très fière et je les remercie du fond du cœur. On a démontré beaucoup de résilience et je pense que les clients sont contents dans un contexte qui est complètement particulier.
Vous allez être d'accord avec moi, je suis convaincue que c'est votre réalité aussi. La priorité de l'expérience employée, la priorité des priorités aujourd'hui, ben, c'est la santé des gens. Je parle de santé et sécurité de nos employés, mais je parle aussi de la santé mentale, je parle aussi de l'équilibre et du bien-être. Comme ambassadeur de la SAQ, nos employés sont fiers de travailler chez nous et on veut qu'ils vous partagent cette fierté-là pour que vous aussi, en retour, ben, vous le soyez tout autant. On fait tous face à une pénurie de main-d'œuvre qui ne va que s'accentuer dans les prochaines années. Alors, c'est important d'être engagé envers nos employés. On veut les garder mobilisés et engagés. Pour finir sur le point de l'expérience employée, j'aimerais vous partager un point qui me tient particulièrement à cœur. On en entend beaucoup parler par les jours, les semaines qui viennent de passer. Je réfère ici à la diversité et à l'inclusion. Et pour moi, en fait, c'est un volet important de notre plan de l'expérience employée. Avec les tensions raciales qui se passent ici comme ailleurs, je pense qu'il faut se regarder le nombril et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses et agir. Pour ce faire, la SAQ, on a joint en fait Ensemble Inc., le groupe Ensemble Inc., mais on a aussi j'ai créé un comité interne de travail avec des employés, des gestionnaires également, de sorte qu'on se penche sur la question pour identifier des pistes, des solutions durables pour justement être encore plus inclusif et diverses. C'est une cause qui me tient particulièrement à cœur, tout autant que plusieurs d'entre nous, j'en suis convaincue. Le troisième pilier, c'est l'expérience client. Bien évidemment, l'expérience client est au cœur de ce qu'on fait au quotidien. On est tous consommateurs ici et on est tous de plus en plus exigeants. Hein? On s'attend à vivre une expérience sans faille, qu'on soit en ligne, dans les magasins. Évidemment, nos clients à la SAQ nous demandent les mêmes choses. En plus de ça, bien, la pandémie fait en sorte que le consommateur veut faire ses achats de façon sécuritaire. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Et quand il vient chez nous, ben oui, il veut vivre une expérience, il veut découvrir des produits, mais il veut surtout être loin du virus. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on a mis toutes les mesures de sécurité, de santé dans nos magasins pour nos employés et pour la clientèle. On veut aussi être capable de conseiller le client, qu'il soit en succursale ou en ligne. C'est certain, hein, vous l'avez tous certainement expérimenté. La SAQ, c'est pas différent d'ailleurs. Nos ventes en ligne, il y a eu un engouement pour les ventes en ligne dans les derniers mois. Et comme nos clients, ben, j'ai remarqué, en fait, j'ai constaté les limites de ce qu'on pouvait donner à la clientèle. C'est pour ça qu'on veut accélérer les investissements pour moderniser notre chaîne de approvisionnement. Pour qu'on soit capable d'offrir tous les produits de la SAQ sur SAQ.com et qu'on soit capable de livrer les produits plus rapidement, pourquoi pas 24 heures si vous le désirez. Dans 3 ans, on prévoit que 6 du total de nos ventes en ligne, que 6 de nos ventes vont être des ventes en ligne. Avec la pandémie, en fait, on était en deçà de 2 et ce qui est dans le monde de l'alcool, on est très comparable en Amérique du Nord. L'alcool n'est pas un produit comme les autres, vous en conviendrez, et on est un peu en retard aux vêtements, par exemple. Évidemment, ce transfert de vente-là va se faire des succursales vers la vente en ligne, et on veut faire ça tout en offrant des prix justes et compétitifs. Vous savez, la SAQ est un détaillant qui offre le même prix partout, dans toutes ses succursales, et sur SAQ.com, c'est toujours le même prix, et c'est à ça que le client s'attend. Je vous ai parlé de performance, je vous ai parlé d'expérience employée, je vous ai parlé d'expérience client, je vais vous parler de responsabilité sociétale. C'est certain qu'on mise beaucoup sur l'achat des produits, hein, on achète 35 000 produits par année, mais on doit aussi avoir une préoccupation pour le post-achat.
qu'est-ce qu'on fait avec les 200 millions de bouteilles de verre qu'on met en circulation? Je l'ai dit haut et fort l'année dernière, je me répète, on est engagé dans notre plan stratégique. En fait, on se prépare à l'arrivée de la consigne. On n'est pas seul là-dedans, mais on est très soucieux, en fait, que ces bouteilles-là soient récupérées, oui, mais qu'elles soient recyclées et qu'on trouve une deuxième vie au verre. Et ça, en passant, c'est pas d'hier que la SAQ se soucie du recyclage du verre. On a investi dans la chaire SAQ de l'Université de Sherbrooke dans les 15 dernières années pour justement trouver des débouchés au verre. Et je suis fière aujourd'hui de vous partager, si vous ne le savez pas déjà, parce qu'il y a eu des annonces qui ont été faites là, dans les dernières semaines, mais la deuxième vague est arrivée en même temps. Alors, je pense que l'annonce a passé peut-être un peu inaperçue. Le pont Darwin à l'île des Sœurs de Montréal va être le premier pont qui va être construit avec de la poudre de verre, parce que la poudre de verre est un substitut au ciment. Alors, ça a été annoncé et je suis convaincue que ça ne sera pas le dernier pont au Québec et c'est une première mondiale, je tiens à le dire. Alors oui, on fait des belles choses ici au Québec. Il y a aussi le projet, le superbe projet Vigne en ville, où on utilise du paillis de verre pour réchauffer la vigne d'ici au Québec. Finalement, on va continuer d'insuffler la fierté aux Québécois en étant impliqués dans toutes les communautés du Québec. On continue de soutenir les 300 festivals et événements partout au Québec, même si ceux-ci ont été annulés étant donné la COVID. On a poursuivi notre financement parce qu'on sait à quel point ça a un impact sur l'économie du Québec. Depuis 2009, la SAQ est fière d'être associée à la cause. En fait, c'est notre cause d'entreprise, Banque alimentaire Québec. Et on a versé plus de 8 millions de dollars à la cause depuis le début. Et je dois dire qu'on est le premier partenaire en argent, le premier donateur en argent à BAQ. Et vous serez d'accord avec moi que par les temps qui courent, on sait qu'il y a des gens dans le besoin, puis on est très fiers de pouvoir redonner à la communauté et de faire cette différence-là. En conclusion, on s'apprête à célébrer nos 100 ans et à inspirer la fierté des Québécois. On a du pain sur la planche, hein? Il y a beaucoup de projets, mais je trouve ça très motivant d'être au cœur de cette transformation-là. En somme, pour les années à venir, on va continuer de répondre aux attentes de la clientèle, c'est notre raison d'être, en leur offrant le produit qu'ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent. Mais on va aussi investir pour moderniser notre chaîne d'approvisionnement. Et bien entendu, on va travailler dans le virage, en fait, de la récupération du verre. On va implanter la consigne. Dans les prochains mois, on va certainement vous en reparler parce qu'on va faire des tests pilotes sur nos terrains extérieurs de nos SAQ. Alors, soyez à l'écoute. Et bien entendu, quant à la performance, on va continuer. C'est une préoccupation de tous les instants. On va continuer à livrer la marchandise aux Québécois. D'ici 3 ans, on va remettre 3,6 milliards de dollars au gouvernement du Québec en dividendes. Et vous savez, ma première responsabilité, c'est de sécuriser les revenus qu'on remet à l'État. Et on va continuer d'évoluer. Et surtout, on va continuer à vous inspirer confiance et à vous inspirer la fierté. Merci. Merci beaucoup, Catherine. Écoute, c'est très intéressant. J'ai l'impression que vos actionnaires, les Québécois, vont être extrêmement contents d'apprendre qu'on se penche vers l'avenir puis qu'on va s'assurer de maintenir la performance de la SAQ, de livrer un service à nos clients, mais également d'avoir un rendement pour nos actionnaires. Écoute, je veux parler du futur, mais je veux juste revenir un peu avant sur la situation actuelle. Lorsque tu étais venu en mai, tu faisais état là, de plusieurs apprentissages. En même temps, on est au cœur d'une deuxième vague. Vos partenaires, les restaurants, les bars souffrent énormément.
Vos employés sont toujours au cœur du service que vous offrez à vos clients. Puis en même temps, on a eu quelques mois pour faire des apprentissages. On en sait quand même un peu plus sur les aspects sanitaires de la crise. Comment ça se passe là, concrètement sur le terrain de votre côté? En fait, je dirais que les mesures de santé se sont accentuées dans les derniers mois, hein? Puis en fait, pour nous, c'est important. Puis je fais beaucoup de visites de succursales. Puis je pense que nos employés l'apprécient et notre clientèle aussi. On n'a pas, oui, on garde un nombre limité de clients à l'intérieur de nos succursales pour justement s'assurer d'une distanciation physique. Mais également, en fait, on a, depuis le mois de juillet, tous nos employés portent le masque et c'est le masque de procédure avec les lunettes pour assurer là, une bonne protection. Et ça se passe, je dirais, très bien. Dans nos entrepôts, c'est la même chose. Hein, les employés qui viennent au travail dans nos bureaux, en fait, surtout dans nos entrepôts, nos employés de bureau sont à la maison pour la grande majorité. Mais nos employés d'entrepôt aussi portent le masque. Évidemment, le lavage de mains, toutes les mesures mises en place par Santé publique sont appliquées à la lettre ici. Puis, je dirais qu'on a une excellente collaboration, d'une part, de nos employés, qui au départ, avant que ça soit obligatoire, étaient un peu nerveux à l'idée. Mais tout de suite, les gens ont embarqué, ont répondu oui à l'appel, mais aussi la clientèle. J'ai pas entendu parler vraiment de situations où les clients ne voulaient pas porter le masque dans nos succursales. Ça se passe assez bien, compte tenu des circonstances. Bon, ben c'est une bonne nouvelle. Écoute, tu abordes le sujet de tes employés. Dans un contexte de crise, puis je pense qu'on a toujours dit que le capital humain était au cœur de la valeur des entreprises. Mais dans un temps de crise où les comportements consommateurs changent, où les habitudes ne sont plus les mêmes, où il y a de l'incertitude, on repose carrément sur notre capital humain et j'imagine que c'est ce qui a amené la SAQ à dire ben, c'est tellement important le capital humain, c'est que ça devrait être au cœur de notre plan stratégique. Absolument. En fait, tu m'as volé les paroles. Mais effectivement, quand on a fait les réflexions au comité de direction avec les membres du conseil d'administration, pour nous, c'était naturel de donner une place privilégiée aux employés parce que en fait, on est une business de monde et puis sans nos employés, on serait pas capable de réaliser tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure ou tout ce qu'on va réaliser dans les prochaines années. Nos employés sont au cœur de la réussite de la SAQ et pour moi, c'est naturel qu'ils fassent partie du plan. Ouais. Tu as abordé également l'aspect de l'inclusion. Je pense que toutes les organisations au Québec veulent améliorer leur inclusivité. On parle souvent de leadership inclusif, mais il y a une approche intéressante, c'est que de votre côté, oui, j'ai l'impression que ton leadership est extrêmement important, mais vous avez aussi une approche qui va inclure l'ensemble des employés là, dans votre comité. Alors, c'est pas juste comme on dit, du top-down, c'est une approche et un changement organisationnel là, que vous voulez créer. Définitivement. D'ailleurs, je ne fais pas partie du comité, mais je m'y intéresse et je leur parle. La semaine dernière, j'étais en succursale et je parlais à un de nos employés qui est sur le comité. Puis, en fait, on est allé chercher des employés, premièrement, qui étaient volontaires de participer au comité, qui ont levé la main, qui ont dit, moi, j'ai envie d'aider la SAQ à se transformer. Et ils étaient très fiers de faire partie de ce comité-là. Puis en fait, je pense qu'avec ce groupe d'employés-là, ben on apprend. Puis en fait, ce que je constate, c'est qu'il y a des histoires, il y en a, on en entend parler tous les jours dans les médias, mais il y en a chez nous aussi. Puis à nous de changer ces histoires-là, que ça soit des belles histoires. En tout cas, bravo pour votre leadership. Je pense que ça va être important au sein de la communauté d'affaires qu'on se partage ces bonnes pratiques-là. Je veux revenir un peu sur les changements consommateurs. Bon, là, tu as parlé de la demande numérique, bien évidemment. 6%, là, c'est quand même triplé le niveau que vous allez devoir à gérer. Je me rappelle en mai, écoute, c'était un peu l'enfer de votre côté avec une augmentation si soudaine. Comment vous allez aborder ça? Parce que c'est clair que c'est un mouvement qui n'est pas là pour s'arrêter. Puis 6%, mais est-ce que ça devient 8% dans 4 ans?
C'est un défi énorme. Puis j'ai l'impression aussi, on a souvent parlé, au niveau de la SAQ, le programme Inspire, les palettes de saveurs, une approche très marketing et expérience client. Puis en même temps, le changement que vous êtes en train de vivre amène une énorme pression sur la logistique et tout ce qui est derrière. C'est quelque chose auquel vous allez vous attaquer dans les 3 prochaines années, là. Oui, clairement, on doit s'y attaquer parce qu'on passera pas, si on change rien, on pourra pas répondre à la demande de la clientèle. C'est certain, là, j'ai avancé un chiffre dans 3 ans, mais c'est certain qu'avec le comité de direction, les membres du conseil, on a beaucoup d'échanges là-dessus sur jusqu'où ça va aller. Évidemment, ça n'arrêtera pas, là, ce n'est que le début, mais je dirais que dans les 3 prochaines années, il faut vraiment s'installer, faire les choses pour qu'on puisse aller chercher cette part de marché-là. L'expérience client, que le client soit en ligne ou qu'il soit en succursale, il s'attend à vivre une expérience. Puis j'ai choisi le fond d'écran en arrière de moi, pas pour rien, parce que on veut continuer, en fait, à personnaliser la relation, l'expérience qu'on a avec la clientèle. Dernièrement, là, la nouveauté qui est intégrée là, dans notre plateforme web, sur notre application, c'est toutes les cotes et commentaires. Vous savez que maintenant, vous, comme client, et même nos employés, on peut tous évaluer un produit sur l'application, un peu comme on le fait pour les hôtels. Et ça, ce que ça va créer, on est au début, là, ça fait 2 semaines. Alors, si vous allez sur l'application SAQ, que vous cliquez sur votre produit préféré, ben peut-être que vous allez voir qu'il y a 2, 3 avis, mais on va nourrir la bête. Et en fait, ça va créer des communautés d'intérêt. Alors, oui, on va travailler la vente en ligne, mais le gros de notre business, c'est dans le brick et mortier et ça va continuer quand même. Là, on parle de 80, aujourd'hui, on est à 97% de ce qui est vendu en succursale. Alors, il faut faire évoluer l'expérience client en magasin aussi. Ça va être important parce que le client s'attend à ça, à vivre une expérience plus, je dirais, intime qui va rejoindre de plus en plus ses goûts à lui ou elle. Tout à fait. Puis j'imagine également, quelque part, que l'expérience en magasin digital vont finir par se fusionner d'une certaine façon. Et moi, je le sais comme consommateur, là, je vais encore en succursale, mais je passe beaucoup de temps sur votre site pour faire mes choix. D'ailleurs, là, je sais que tu es à l'entrepôt, j'ai une commande. Si jamais tu la vois, tu me feras signe. Pas Écoute, tu parlais des succursales. Actuellement, il y a des défis économiques qu'on vit. Le centre-ville de Montréal, c'est pas évident. Nos artères commerciaux, la vitalité est inégale. Et les succursales, la SAQ, ont souvent un peu un effet domino. Hein. S'il y a une succursale sur une artère, ça permet aux gens de converger, d'aller chercher leur vin, mais d'arrêter de prendre un café, du pain. Et donc, ça a aussi un impact sur la vitalité économique des endroits où sont localisés vos succursales. Donc, je comprends que les succursales sont là pour rester, bien entendu. Quelle est ta vision par rapport à ça? Puis en même temps, il y a une grande réflexion au niveau du commerce de détail sur notre expérience, sur comment on doit évoluer. Alors, si tu peux aller peut-être un peu plus en détail là, sur ce volet-là. Écoutez, la SAQ a une présence définitive à Montréal. Hein. Premièrement, notre centre de distribution est dans l'est de Montréal. On a j'ai pas compté le nombre d'employés, mais j'oserais dire à peu près 800. Ils sont pas tous ici. Mais on a 2000 employés sur 7500 qui habitent la ville de Montréal. Puis, sur l'île de Montréal, on a 85 succursales. Dans les dernières semaines, j'ai voulu aller visiter nos succursales au centre-ville de Montréal parce que il y a beaucoup d'inégalités. Hein. Il y a des magasins qui sont très achalandés, puis il y a d'autres magasins qui souffrent. Évidemment, si je parle du magasin de la gare centrale, ben j'ai pas besoin de vous dire que c'est difficile, mais je les ai tous faits. J'ai fait 12 magasins à pied, là, de la rue Atwater aller jusqu'à rue Papineau. Et oui, on est un pôle d'attraction important pour les commerces et on va continuer de l'être. Est-ce que les magasins vont changer un peu? Peut-être la superficie va s'adapter
aux nouvelles réalités. Mais c'est clair que la présence des magasins dans le centre-ville de Montréal est là pour rester. Et d'ailleurs, on a beaucoup de clients qui fréquentent ces magasins-là. Et après, comment ça va évoluer au niveau de l'expérience en magasin? Bien, une des activités préférées de la clientèle, c'était, je l'ai dit au passé, mais je sais que c'est encore le cas, c'est la dégustation. Alors, pour des raisons de santé publique, aujourd'hui, ben, on ne fait pas déguster, mais c'est clair que les gens veulent, nos employés aussi, hein, dégustent, c'est leur outil de formation. Et c'est clair que l'activité de dégustation, dans un rôle de conseil et de partage avec la clientèle, est fondamentale. Alors, tout l'expérientiel va continuer à prendre de l'ampleur dans nos succursales. Intéressant. Écoute, au niveau des goûts des consommateurs, je pense qu'il y a une évolution claire. Hein, on le voit, que ce soit dans la gamme de produits que vous distribuez. On peut penser aux produits nature, aux produits bio, mais également à tous les produits locaux. Là, locaux, tu en as fait référence. Il y a un engouement qui est toujours là. Et une question que j'ai reçue de beaucoup de personnes qui se demandaient, chez tes collègues dans d'autres pays qui voient peut-être localement une augmentation de la consommation des produits québécois, est-ce qu'ils commencent aussi à avoir une curiosité éventuellement? Et est-ce qu'on pourrait penser que de la crise qu'on a vécue, de l'augmentation de notre consommation de produits locaux pourrait éventuellement émaner une capacité de commercialiser nos spiritueux, nos vins à l'international? En fait, c'est une excellente question. En fait, le local est une tendance qui est pas propre au Québec. Au Québec, ça se passe très bien, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est une tendance aussi canadienne, nord-américaine, européenne. En fait, il y a un engouement pour les produits plus locaux, je dirais. Et oui, je pense qu'il y a une place certainement à l'exportation. L'année dernière, en fait, il y a 2 ans, parce que l'année dernière, la conférence, le Salon des vins là, de Provence a été annulé, mais il y a 2 ans, j'y étais et on avait des producteurs, justement, locaux du Québec, de spiritueux, qui avaient un kiosque, qui avaient une délégation là-bas. Et oui, il y a un engouement, il y a un intérêt, je pense, de la part de tous de découvrir ces produits-là. Alors, je pense que c'est une très belle opportunité pour nos producteurs locaux, de s'exporter. Mais avant, j'aimerais dire quand même que je vais être certaine de ne pas manquer de leurs produits chez nous. Ça, c'est ma priorité numéro 1. Je la partage également. Alors, moi, je veux m'assurer que ça soit sur ma table en premier. Alors, on a la même vision là-dessus. Écoute, d'un point de vue de votre implication au niveau de la société, tu as amené un élément, je pense, qui est extrêmement important, qui est l'empreinte environnementale, comment on améliore notre performance au niveau de l'environnement. Écoute, là, je retiens que plus on commande à la SAQ, plus on a de chances d'avoir des ponts sur l'île de Montréal. Alors ça, j'en prends note. Et tu as parlé quand même de l'importance de la récupération du verre. Alors c'est clair, hein, c'est votre produit. Parallèlement, on voit dans les médias au niveau de certains acteurs au niveau du commerce de détail, il y a certaines craintes, certains défis. Est-ce que tu peux nous en donner un petit peu plus sur ta vision par rapport à la consigne et à ce défi-là qu'on veut tous relever, mais qui en même temps n'est pas simple? En fait, c'est pas simple parce que ça fait 20 ans qu'on récupère dans le bac bleu. C'est un changement. Et tout le monde qui me regarde, c'est quoi de la gestion de changement? Hein? Il y a des étapes. Mais je pense que l'année passée, je l'ai dit et je le redis, le taux de recyclage des bouteilles de vin actuel est d'environ 30 %. Et c'est nettement insuffisant. Ça veut dire qu'il faut trouver un moyen de récupérer le verre pour qu'il soit plus utilisé. Et on travaille évidemment avec l'industrie, avec Recyc Québec, à justement se réinventer puis mettre la consigne de l'avant. Demain, je vais participer à la commission là, des transports et de l'environnement, puis je vais faire un point là-dessus. Donc, je ne veux pas brûler les punchs, mais c'est clair qu'on est à bord
et je l'ai dit tout à l'heure, on va vouloir tester les choses. Mais il faut quand même comprendre que il faut donner une deuxième vie au verre. C'est ça qui est important. Parfait, je te remercie. Écoute, Catherine, 100 ans, ça se calcule en années. Je ne sais pas si vous l'avez calculé en centilitres, mais c'est quelque chose, là. Il y a peu d'organisations qui ont ce vécu-là. Je pense que les Québécois, les Montréalais, on a un attachement à notre commission des liqueurs, à notre SAQ, tout ce que ça aurait été durant ces 100 années-là. En même temps, on parlait de performance. Ça sera extrêmement important que la SAQ soit au rendez-vous parce que notre gouvernement aura besoin de revenus. Nos festivals auront besoin de votre appui. Puis je pense aussi que collectivement, on ne sait pas comment tout va évoluer, mais on aura besoin de cette fierté, de célébration. Alors, je ne sais pas si tu as déjà imaginé sur comment vous allez célébrer vos 100 années. C'est peut-être difficile. Est-ce que tu as des scoops pour nous? On est juste entre nous, on ne le dira pas. Bien, évidemment, il n'y aura pas de rassemblement majeur qui est prévu pour des raisons évidentes, mais il y a moyen, je pense, de souligner le 100 ans. Écoutez, 100 ans, la SAQ, c'est un fleuron québécois, hein? Puis il faut se le dire, là. Puis moi, ça me rend très fière. Puis en fait, on a évolué. En fait, si la SAQ est ici aujourd'hui, c'est clair que c'est parce qu'elle a évolué au fil des ans, sinon on ne serait plus là. Il y a 100 ans, quand on a commencé c'est-tu la commission des liqueurs, on avait quelques 300 produits. Aujourd'hui, on en commercialise 35 000. Alors, évidemment, on n'est plus, c'était derrière un comptoir grillagé, on n'est plus du tout dans la même expérience. Alors oui, l'année prochaine, dans l'année 2021, on va avoir, on a toutes sortes d'activités prévues, notamment des produits, en fait, qu'on vend depuis le tout début ou presque le tout début, qui vont être mis de l'avant pour souligner, en fait, les 100 ans. On aura aussi quelques événements virtuels pour souligner justement les 100 ans. Et ma foi, on va vous en dire plus dans les prochains mois. Là, je vais me garder un petit peu de matériel pour plus tard. C'est parfait, je me suis essayé. Écoute, Catherine, je te remercie beaucoup. Ce fut extrêmement intéressant. Je te propose de revenir nous voir là, dans un an pour nous faire état là, de l'avancement de votre plan stratégique. À tout le monde, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous serez là à notre prochain rendez-vous vendredi le 23 octobre à 11h. On aura le plaisir de recevoir Stéphane Paquette, président-directeur général de Montréal International. Catherine, merci et on va vous suivre et continuer à consommer nos produits d'ici. Merci beaucoup. Merci.